carrefour de l'info sur Arabelle. Bonjour à tous, bienvenue dans votre carrefour de l'information. Tout de suite le sommaire à l'international. Tout d'abord au Gabon, des militaires putschistes ont annoncé avoir mis fin au régime en place au Gabon et placé en résidence surveillée le président Ali Bongo. On fera le point tout à l'heure de la situation dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Chez nous, fait d'asile n'hébergera plus d'hommes seuls demandant l'asile. Une mesure qui pourrait faire l'objet d'un recours en justice. On en parlera dans ce carrefour de l'info, tantôt avec Tariq Sissadi. La suite, les différentes revues de presse, comme tous les jours, internationales et maghrébines. Et puis en fin d'émission, une chronique espace, avec notamment cette course vers la Lune et ce succès de l'Inde. Mais tout de suite, notre premier grand format, avec un gros plan sur l'ASBL École de tous. Et pour nous en parler, son directeur, Benoît Côte, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je vous en prie. Alors, peut-être une première question, si vous le voulez bien. On va retourner au début, au commencement. Comment a germé un petit peu cette idée? Comment est né ce projet? Racontez-nous un petit peu son histoire. Donc, le projet École de tous est né en 2011 à l'initiative de deux personnes. Donc, Jean-Pierre Kounen, le président de la Ligue des droits de l'enfant, et Bernard De Vos, l'ancien délégué général aux droits de l'enfant qui vient de finir son mandat en février dernier. Absolument. Donc, ces deux personnes ont rassemblé autour d'eux pas mal d'acteurs de l'enseignement, donc de différents horizons, personnes de la jeunesse, des éducateurs, des directeurs d'école, des personnes du syndicat de l'enseignement, de la Ligue des familles, etc. Et ils leur ont proposé une réflexion en intelligence collective. Donc le principe de l'intelligence collective, c'est que on crée un projet et on va le soumettre à toute une série d'acteurs pour recueillir les commentaires et recommencer à réfléchir. Et ils ont fait ça parce qu'ils se sont rendus compte qu'il était temps de dégager un modèle d'école et d'enseignement qui répond mieux aux besoins actuels. Oui. Donc cette réflexion a duré 5 ans, elle s'est faite de manière totalement bénévole. Oui. Donc l'ASBL, elle, est née en 2016, donc moi j'ai été embauché à ce moment-là. Alors durant cette réflexion, ils ont fait 4 constats principaux de l'enseignement actuel. Ce sont des constats qui sont également parallèles de la réflexion du pacte pour l'enseignement d'excellence, qui est la nouvelle réforme de l'enseignement. Je ne vais pas les développer trop parce que je vous les développerai peut-être ensuite quand je vous présenterai le projet École de tous. Mais les 4 constats, c'est premièrement la diversité de la population dans nos écoles. Donc nos écoles deviennent de plus en plus hétérogènes et il est temps de faire de cette mixité un atout pédagogique. Et donc l'idée, c'est de travailler en différenciation pédagogique. Ça veut dire que chaque enfant a un rythme différent et donc permettre à chaque enfant d'avancer à son rythme et de travailler également en coopération entre pairs. Donc c'est-à-dire que les enfants vont s'apprendre entre eux, mais j'y reviendrai. D'accord. Le deuxième constat, c'est que c'est la diversité des familles. Donc on a des familles qui sont très différentes en Belgique. Il y a des parents qui n'ont pas le choix, qui travaillent de 7h à 18h et qui mettent leurs enfants très tôt à l'école et les reprennent très tard. Il y a des parents qui sont beaucoup plus accompagnants dans le soutenant de leurs enfants. Donc pour répondre à ce constat, l'École de tous veut faire de l'école un lieu de vie. Le troisième constat, c'est l'équipe enseignante, c'est qu'il y a une mutation du métier d'enseignant actuellement par la multiplicité des médias, etc., et des canaux d'apprentissage. L'École de tous veut du coup faire de l'école le lieu de travail de l'équipe éducative et de faire en sorte que l'équipe éducative travaille en réelle collaboration. Et enfin, le dernier constat, c'est ce qu'on appelle la fatalité de l'échec et de la relégation. Donc ça, je ne sais pas si vous le savez, mais en Belgique, on est les champions de la relégation. Alors, pour ceux qui ne sont pas... qui ne connaissent pas ce que c'est la relégation. Donc, c'est un système que vous connaissez tous, c'est que l'enseignement général est vu comme le Graal. C'est vraiment, il faut que notre enfant réussisse dans l'enseignement général. S'il rate dans l'enseignement général, il va se retrouver en technique de qualification et de transition. Et s'il rate encore dans l'enseignement de qualification, il va se retrouver dans l'enseignement professionnel. Ça ne devrait pas être le cas. À la fin de son cursus, l'enfant devrait faire un vrai choix et choisir entre l'enseignement général pour poursuivre avec des études supérieures ou l'enseignement technique et professionnel pour justement apprendre un métier. Alors, Benoît Côte, l'ASBL École de tous a pas mal de missions. Quelles sont les principales missions de votre ASBL? Mais nous avons 3 missions. Donc il faut savoir qu'on reçoit un soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles, la région de Bruxelles-Capitale, de la commune d'Anderlecht et d'une ville wallonne et d'une autre commune que je ne peux pas encore citer parce que les projets sont en construction. D'accord. Mais donc nos missions sont aussi définies par rapport au soutien qu'on reçoit. Alors les 3 principales missions, c'est premièrement, nous développons des écoles pilotes. Donc c'est-à-dire des écoles de tronc commun. Donc ça, je n'en ai pas encore parlé, mais l'école de tous c'est un projet d'école de tronc commun qui est en parallèle avec la nouvelle réforme de l'enseignement. Par exemple, nous avons ici un projet qui est en train de voir le jour à Anderlecht, une grande école dans un nouveau quartier.
Notre deuxième mission, c'est qu'on poursuit les réflexions de tout ce qui est mise en œuvre du tronc commun. Alors là, c'est vraiment en parallèle avec les pouvoirs publics et l'administration générale de l'enseignement. Par exemple, comme nous construisons une nouvelle école de tronc commun et que c'est une des premières qui va voir le jour, nous avons dû réfléchir il y a toute une série de règles qui s'appliquent à la construction d'une école. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Sauf que ces règles n'ont pas encore été adaptées au nouveau tronc commun et nous proposons une adaptation de ces règles. Voilà, ça fait partie de notre deuxième mission. Et enfin, la troisième mission de l'école de tous, c'est qu'on met à disposition des ressources pour des écoles qui sont dans des quartiers, entre guillemets, sensibles. Donc on a deux ressources principales. C'est un dispositif qu'on appelait études-action. Donc ça, c'est vraiment un dispositif de remobilisation de l'élève, de motivation, de réaccrochage scolaire. Donc ce sont des projets qu'on mène sur une année avec des élèves. Et un deuxième dispositif qu'on appelle le phare, pour français, aide et remédiation. Et le phare, c'est une sorte d'école de devoir 2.0, où vraiment on accompagne l'élève dans ses apprentissages. Alors vous avez évoqué brièvement l'EDT. On voudrait en savoir un peu plus. Alors, l'école de tous, donc, alors il faut d'abord savoir que nous n'avons rien inventé. On a vraiment simplement mis ensemble des choses qui fonctionnent dans une grande cohérence et on a touché le moins possible à la liberté pédagogique des enseignants. L'école de tous, c'est d'abord 3 principes fondateurs. Le principe d'éducabilité, donc en prenant en charge un enfant dans une école, on va le mener toute l'équipe éducative va se mettre solidairement ensemble pour faire en sorte que cet enfant réussisse. Accompagné de bout en bout. Exactement. On a aussi un principe d'égalité des acquis de base. Donc notre école va mettre vraiment tout en œuvre pour qu'au terme du tronc commun, donc tronc commun, je vais en parler dans 2 minutes, mais tronc commun, c'est jusqu'à la 3e secondaire, c'est qu'au terme du tronc commun, l'enfant ait acquis des acquis de base et puisse faire un choix par rapport à tout ce qu'il a acquis vers l'enseignement général ou l'enseignement professionnel et technique. Et enfin, le dernier, et pour arriver à ça, justement, c'est important, pour arriver à ça, l'école de tous préconise une différenciation pédagogique. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre l'enfant comme il est et essayer de le faire évoluer avec ses moyens, sa manière de faire. C'est un travail articulé autour de plusieurs axes de développement de l'élève, c'est bien ça? Tout à fait, mais je n'avais pas encore parlé du dernier principe fondateur, désolé, qui est le principe, mais qui est très simple, qui est le principe d'excellence. C'est que quand on prend un enfant dans l'école de tous, on veut l'amener vraiment au meilleur de lui-même. Et vous allez voir que dans ce que je vais parler après, c'est en transversalité. Voilà, justement, la transition est toute faite pour ces axes de développement. Oui, donc on a 3 axes de développement de l'élève. Alors il y a 2 axes qui sont assez classiques. C'est l'axe des apprentissages, donc forcément dans une école on apprend. Et l'axe de vie en société, donc dans une école on vit en société, il y a tout un côté éducatif. Et l'école de tous en ajoute, entre guillemets, un 3e, mais ça existe déjà dans bon nombre d'écoles, c'est l'axe du développement personnel de l'élève. Donc à travers le tronc commun, nous allons mettre en place le tronc commun, ce n'est pas que le volet d'enseignement général. Oui. Donc le volet d'enseignement général, c'est classique. C'est ce que nous sommes tous passés par là. C'est les mathématiques, le français, l'histoire, la géographie, etc. On va ajouter à ça un 2e volet qui existe déjà, c'est le volet éducation physique et sportive, mais surtout 2 nouveaux volets qui sont au centre de la nouvelle réforme de l'enseignement. Nous, c'est ce qu'on a appelé le volet polytechnique, qui s'appelle maintenant la formation manuelle technique, technologique et numérique, et le volet artistique et culturel qui s'appelle... Voilà. Et en fait, l'objectif, c'est que l'enfant puisse exercer, si vous voulez, ses intelligences multiples dans un cursus qui lui propose vraiment d'autres types d'intelligence. Donc, par exemple, le volet polytechnique, pour vous expliquer en 2 mots ce que c'est un parcours d'apprentissage dans lequel l'enfant va pouvoir faire plus de formation manuelle. Donc, par exemple, il va avoir des cours de menuiserie, entre guillemets, à l'échelle d'une école, mais des cours de menuiserie, il va avoir des cours vraiment d'informatique plus poussés, de 3D, etc. Dans l'artistique et le culturel, pareil, il va avoir des cours d'art plastique, il va avoir des cours de théâtre, d'expression corporelle. Et ça se vit dans une très grande transversalité. Donc, par exemple, le cours de maths pourra utiliser le volet polytechnique, la menuiserie, par exemple, pour faire un projet. Donc, on fait un projet en mathématiques, on décide qu'il faut apprendre, je ne sais pas moi, les angles. Eh bien, en menuiserie, justement, les angles sont très importants. Voilà, il y a une grande complémentarité entre ces 4 volets. Et l'objectif de ceci, c'est que l'enfant, au terme du tronc commun, donc le tronc commun, parce que je ne l'ai pas encore dit non plus, mais démarre à la 1re maternelle et se termine à la 3e secondaire, donc dans un cursus pédagogique cohérent. Et l'objectif de ce 3e axe, qui est l'axe de développement personnel, c'est qu'au terme de ce tronc commun, l'enfant puisse vraiment
faire un choix en décidant, moi je sais ce que j'aime faire dans la vie, je sais ce que je suis capable de faire, donc je voudrais m'orienter vers ça. Alors, je vois que vous pouvez parler pendant des heures sur le sujet, mais peut-être on va décliner donc toutes les autres deux facettes du projet. Je vois ici le volet parascolaire, les classes verticales, les écoles lieux de vie. Quelques explications peut-être? Oui, alors il y en a plusieurs. Donc, Oui. Premièrement, l'école de tous est une école inclusive. Ça veut dire que c'est une école qui accepte en son sein tous les enfants. Donc, elle va mettre en place ce qu'on appelle des aménagements raisonnables. Mais une école inclusive, c'est aussi prendre en compte la diversité de l'autre. Donc, il n'y a pas que la diversité au niveau, par exemple, d'un handicap ou quoi que ce soit, il y a aussi la diversité socioculturelle. Absolument. Donc, l'école de tous, c'est une école qui a un projet d'établissement assez fort, qu'elle va expliquer aux élèves. Mais l'important pour nous, c'est aussi que les élèves puissent s'expliquer à l'école. Et donc, que la différence socioculturelle des élèves soit prise en compte et soit surtout intégrée, fasse partie intégrante de la pédagogie. Alors, oui, je vous ai parlé du volet parascolaire un tout petit peu, mais le volet parascolaire, pour nous, est très important parce que l'école de tous doit être une école lieu de vie. C'est-à-dire que l'école, évidemment, est de 8h30 à 16h, plus ou moins. Mais en dehors de ces moments, on va vraiment ouvrir un vrai volet parascolaire dans lequel... C'est-à-dire qu'on met... Comment vous expliquer? Dans l'école, nous avons des ateliers pour le volet polytechnique, par exemple, ou pour le volet artistique et culturel, nous avons des ateliers d'art plastique. Ces ateliers seront mis à disposition d'associations extérieures durant le temps parascolaire. Et donc, on va tenter, en tout cas, de vraiment proposer des activités qui sont en lien avec le cursus scolaire, mais bien sûr plus pédagogiques ou plus récréatives pour les élèves. Et donc, le but de tout ça, c'est vraiment de créer une école lieu de vie et donc de partager nos locaux également avec le monde extérieur. Par exemple, dans l'école également, il y a une grande bibliothèque qui serait occupée pendant le temps scolaire par l'école, mais pendant le temps parascolaire, plutôt par une bibliothèque communale. Et l'idée, c'est que cette bibliothèque soit centrale et que pendant les temps de récréation, les élèves puissent profiter de la bibliothèque pour les élèves qui n'aiment pas, par exemple, jouer au foot dans la cour de récréation, qui ont envie de plus d'isolement ou qui préfèrent simplement lire. Et les parents sont admis aussi? Tout à fait. Alors, l'école de tous, c'est une école parents-admis. Donc, dans l'essence du projet, nous souhaiterons beaucoup mettre en place des locaux qui soient pour les parents. Donc, l'école hébergerait des activités spéciales pour les parents. C'est également une école dans laquelle on demande en fait aux parents, dans la mesure de leur ce n'est pas du tout obligatoire, c'est tout à fait bénévole, mais les parents auraient l'opportunité de venir participer à des activités de l'école. Par exemple, dans le cadre du volet polytechnique, un parent qui a un métier plus manuel pourrait venir expliquer son métier aux enfants. Et on demande aussi, l'école de tous, c'est une école qui est entièrement gérée par la communauté scolaire, donc par les enfants, par l'équipe éducative et par les parents. Et donc, on a aussi des temps où on demanderait aux parents de venir nous aider à entretenir l'école. Parce que une partie du mobilier scolaire se construit sur place. Et donc, on l'entretient aussi avec les enfants. Les enfants ont une responsabilité dans l'entretien de l'école. Et aussi, quelques mots de l'organisation de l'enseignement différente. De quoi s'agit-il? Au niveau de la pédagogie? Oui. Donc, au niveau de la pédagogie, il y a énormément de choses à dire, évidemment. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à consulter, bien sûr, notre site internet ou à nous contacter. On fait des présentations volontiers. Mais si je peux parler d'une chose, par exemple, on organise nos classes en classe verticale. Donc, les classes verticales, ce sont des classes où on va retrouver 2 années d'enseignement par classe. Et en fait, ça permet ça oblige, entre guillemets, l'enseignant à travailler en différenciation. Vous avez entendu que j'ai souvent cité ce mot. Alors, la différenciation, c'est l'enseignant ne va pas enseigner à tous la même chose en même temps. Et donc, comme il a 2 années différentes dans la même classe, il y a des moments où il va faire des cours plus magistraux, où il va apprendre une chose, mais il y a des moments où il va faire en sorte que les élèves travaillent plus en autonomie. Et ce qui est intéressant avec les classes verticales, quand vous avez 2 années d'enseignement dans la même classe, c'est qu'il y a une partie des élèves qui ont déjà vécu 1 an dans cette classe, donc qui sont les grands, et puis il y a une partie des élèves qui sont les plus jeunes. Et donc les grands ont déjà reçu toute une partie de l'enseignement, et on va proposer aux enfants d'apprendre directement aux autres, aux plus jeunes. Et en fait, c'est un double effet. Donc ça veut dire que pour l'enfant qui est le grand et qui doit apprendre, il va renforcer son apprentissage parce qu'il doit remettre en place toutes les petites cases de ce qu'il a appris pour pouvoir l'expliquer à un autre. Et pour l'enfant qui, lui, apprend par le plus grand, il y a un effet très fort parce que c'est un autre enfant qui lui apprend. Donc au niveau de la concentration, etc., et au niveau impact, on est sur quelque chose de plus fort. Donc ça, c'est juste pour vous parler des classes verticales, c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Alors au niveau de l'école lieu de vie aussi, c'est quelque chose qui est central dans l'école de tous.
On a tenté de faire une école la plus bienveillante possible. Alors ça passe par énormément de choses, comme des cours de récréation régulés. On est parti, je vous ai dit au début, nous n'avons rien inventé, nous avons juste pris des études un peu partout. Par exemple, pour les cours de récréation, nous sommes partis de l'étude de Brunenbeek sur la régulation des cours de récré. On remarque par exemple dans nos écoles traditionnelles, la place que prend le football dans une cour de récréation est immense. Et nous avons par exemple réduit un peu cette place, nous avons des cours spéciales ballons, etc. Nous avons également fait toute une réflexion sur les sanitaires mixtes. Les sanitaires dans une école, on sait que c'est souvent un problème. Oui, absolument. Donc dans l'école de tous, on prône des sanitaires qui soient non genrés. C'est-à-dire que les sanitaires, c'est un peu comme les sanitaires qu'on retrouve à la maison. C'est pas des blocs sanitaires, c'est une toilette indépendante avec une cloison dans laquelle on est. Et donc il y a plus ce phénomène de blocs sanitaires. Voilà, je pourrais encore vous expliquer beaucoup de choses. Je pense qu'on a fait le tour de la question et bien évidemment le nerf de la guerre, c'est les sous. Alors, faire un don, comment peut-on faire justement ? Alors, donc la SBL est subventionnée, mais fonctionne également avec des dons, parce qu'on n'a pas non plus énormément d'argent. Donc, si vous souhaitez nous aider à faire un don, déjà, un tout grand merci à vous. Pour ça, c'est assez simple. Il suffit d'aller sur le site écoledetous.be en un mot. Dans le volet association, vous avez l'explication de qui on est, avec des photos de qui participe au projet, etc. Et tout en bas, il y a une explication de comment faire un don. Alors, c'est très, très simple. Il y a deux manières. Il suffit soit de nous faire un virement sur notre compte, soit de passer par le fonds des Amis de l'École de tous, qui est un fonds qui est géré par la Fondation Roi-Baudouin. Et c'est la Fondation Roi-Baudouin, du coup, qui fait tout ce qui est déclaration fiscale. Voilà, tout est bien transparent. Exactement. Voilà. Avant de quitter peut-être Benoît Côte, un petit message ou le mot de la fin. Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi, mais je crois que c'est assez simple au final. Je trouve que tenter de changer les choses, c'est pas évident. Il faut une sacrée dose de positive attitude. Il faut accepter de recommencer 1000 fois plein de choses, de se remettre en question, d'avoir des défaites. Et ce qui m'a impressionné dans mon boulot depuis 7 ans, c'est de voir le nombre d'écoles qui mettent déjà en place plein de choses super positives pour les enfants, qui ont des idées novatrices, qui se battent tous les jours pour les enfants et qui font évoluer l'enseignement. Et je pense qu'on leur dit pas assez merci. Et du coup, je voudrais profiter de ce petit passage à l'antenne pour remercier toutes ces personnes, et je pense qu'ils se reconnaîtront. Voilà, donc c'était la conclusion de Benoît Côte. Je rappelle que vous êtes directeur de l'ASBL École de tous. Merci pour votre éclairage. Merci beaucoup. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de votre Carrefour de l'info.